Namasté. 1983. J'ai 21 ans. Mon père rentre à l'hôpital. Avec mon compagnon de l'époque, on avait travaillé dur pour mettre de l'argent de côté, pour pouvoir se réaliser un rêve, aller en Himalaya. On se renseigne sur les démarches à faire. On commence à constituer notre matériel. Pour un séjour en haute montagne, il faut des bonnes chaussures, un gros sac à dos, une doudoune qui est toujours là et un bon duvet. Et mon père est à l'hôpital. Mon père a 59 ans et son rêve à lui, c'est aussi d'aller en Himalaya. C'est mon père qui m'a fait aimer la montagne. À 4 ans, il m'a mis sur le ski. À 7 ans, je le suivais dans les falaises. À 12 ans, j'étais sur le sommet de la montagne la plus haute d'Autriche, le Großglockner. À l'adolescence, nos relations sont un peu dégradées parce que j'avais plus trop envie de le suivre dans les courses en montagne. En fait, ce qui me plaisait le moins, c'était les longues soirées en refuge avec des gens qui chantent des chansons traditionnelles un peu salaces. C'est arrivé qu'on se croise au petit matin, lui avec sa paire de skis sur le dos et moi en rentrant d'une fête. Son regard disait long sur ce qu'il pense. De mon côté, je me suis liée d'amitié avec des jeunes qui faisaient eux aussi de l'escalade, d'un tout autre style. Ils avaient des cheveux longs, des collants bariolés. C'était pas tellement la montagne qu'ils cherchaient, c'était plutôt des voies d'escalade très dures. On lézardait au pied des falaises, on grimpait. Tout le week-end, on passait à la falaise, en fait. Au début, on allait même en vélo. C'était à 40 km de Vienne. Après, j'ai passé mon permis et avec un peu de mal aussi mon bac. Parce que j'ai fait un peu trop la fête et de l'escalade au lieu de réviser. Mes parents m'ont toujours dit, tant que tu n'as pas le bac, tu restes à la maison et tu fais ce qu'on te dit. Une fois que tu as le bac, tu fais ce que tu veux. Je les ai pris à la lettre. À moi la vie, à moi la liberté. Je me suis inscrite à la fac en sociologie et ethnologie. J'ai pris un appart, mon premier appart, tout petit, inchauffable, insalubre, pas d'eau chaude, les WC sur le palier. Mais c'était le mien. Ma doudoune et mon duvet m'ont déjà bien servi pour survivre là-dedans. On a notre billet d'avion. Vienne-New Delhi avec un retour open, donc très cher à l'époque et non remboursable. On a nos vaccins, les visas, le matériel, tout est bon. Et là, les médecins constatent un cancer chez mon père, non opérable, stade final, tout au plus quelques semaines à vivre. Que dire? Et que faire? On décide malgré tout de partir, avec bien entendu le risque de ne pas le revoir à mon retour. On prend l'avion, on atterrit à New Delhi, on prend un bus. Alors, des trous dans la route, des pneus crevés, des ponts affaissés, et j'en passe. On arrive à Katmandou. Et là, c'est pas comme ça qu'il faut regarder, c'est comme ça, c'est renversant
le toit du monde. On a encore quelques formalités à faire parce que la partie du Népal où on a prévu d'y aller n'est pas dans un circuit de trekking qui, à l'époque, était encore un peu moins populaire que maintenant. Donc, il fallait quand même un permis spécial. Heureusement, nos profs à la fac ont fait un peu le nécessaire. J'écris une lettre à mon père pour lui dire ce que je vois, ce que je vis. Et on part en bus encore, 17 heures, pour aller à Tomlingtar, le dernier village accessible, en véhicule. Et de là, c'est à pied. On est bien chargé. On porte quelques kilos de riz, de sucre, de thé, de tabac pour faire des cadeaux. On croise des yaks, on croise du monde, là, tout le monde à pied bien sûr, et puis très souvent pieds nus. Ils portent leur charge, pas vraiment sur le dos, plutôt comme ça, là, sur le front. Bon, là, c'est facile, hein, parce que c'est pas lourd. Alors, eux, des fois, j'essaye de soulever leur charge. J'arrive même pas, ça les fait rire. Il n'y a pas de guest house, donc on dort chez l'habitant, on mange avec eux. Ils ne parlent pas anglais. Nous, le népalais, c'est namasté, merci, bonne route, pour dormir, pour manger. Ça se limite à ça. Mais ce qui compte là-bas, c'est les gestes. Et surtout, le sourire. Le 7e jour, on arrive dans le village où nous attendent des amis. C'est un couple qui fait des études avec nous. Elle, c'est la fille d'un célèbre alpiniste et himalayiste autrichien, Kurt Timberger. Et heureusement, elle parle la langue, qui d'ailleurs elle est tibétaine dans ce village, parce que c'est des gens qui sont venus de l'autre côté de la frontière, suite à l'envahisseur chinois. La famille qui les accueille nous ouvre les portes. Une maison en bois, aucun meuble, toujours la place pour un petit hôtel pour faire des offrandes avant de manger. On dort à plein le sol, là-dedans il y a 3 générations au moins. Gros moulons, nous bien rangés, dans nos sacs de couchage. D'ailleurs on est content parce que entre les planches qui constituent le sol et les murs, il y a quand même un bon espace, mais quand ils allument le feu le soir, en plein milieu de la pièce, on est content que l'air circule. Par contre, cette odeur du feu, c'est vraiment mon plus bon souvenir. Maintenant, dès que je sens, je suis transportée là-bas. Nos sacs de couchage, d'ailleurs, ça les fait bien rire. Ils nous disent, mais comment vous faites pour faire des enfants dans vos sacs bizarres, là? On vit avec eux, on essaye de les aider, ils nous montrent leur vie. La grand-mère, elle me fait un soin de cheveux, elle prend du beurre de yak, elle m'enduit les cheveux et puis elle me fait une jolie tresse, avec le résultat que la nuit, j'ai tous les chats autour de moi qui me lèchent la tête. Elle nous montre aussi comment ils font leurs grosses vestes feutrées. En fait, ils ont un métier à tisser, très simple, une barre en bois sur un arbre, une autre barre là, tenue avec une lanière, assis, et les fils de chaîne qui sont tendus, et vas-y, et on tisse, et on tisse, et on tisse. La veste est beaucoup trop grande, parce qu'après elle est feutrée, c'est-à-dire mise dans l'eau chaude et piétinée avec les pieds. J'ai essayé, mais je me suis tout de suite brûlée. Je n'ai pas la même corne qu'eux, ils sont tout le temps à pied. On mange ce qu'il y a, c'est-à-dire la tsampa. La tsampa, c'est un genre de semoule d'orge grillé, cuit à l'eau, avec quelques légumes. Le riz et la viande
c'est précieux et rare, c'est que pour les grandes occasions. D'ailleurs, ils sont bouddhistes, ils n'ont pas le droit de tuer des animaux pour les manger. Accidentellement, quand un animal meurt, eh ben, ils vont les manger. Donc du coup, ils nous avouent quand même que quelquefois, ils aident un petit peu à l'accident. Quand on est tous ensemble le soir, eh ben, autour de ce feu, on mange, et puis il y a aussi un petit peu des produits fermentés de lait de yak. Et il y a une bière locale. C'est fait avec du millet, où ils crachent dedans pour faire la fermentation. Ça se boit chaud, et que chaud. Parce que des fois, c'est vraiment dégueulasse, comme le thé au beurre d'ailleurs. Donc du coup, on se dépêche de vider nos calebasses, mais chaque fois c'est vide, ils nous remplissent. Donc l'effet s'est fait vite sentir. Un jour, un soir, avec une petite pelote de laine, on leur explique, vous êtes là, et nous on est par là. Je ne sais pas s'ils ont compris grand-chose. Hein. Et on leur dit aussi que dans notre village, des fois, il y a 300 personnes dans la même maison. Alors là, c'est pareil. Ils sont intrigués parce que 300, c'est plus que ce qui vit dans ce village-là. Bien entendu, ils n'ont ni médecin, ni hôpital, ni médicaments. Ils se soignent avec des plantes et avec de la musique. Ils adorent chanter, danser. Ils construisent toutes sortes d'instruments, tout ce qu'ils trouvent. Et on a d'ailleurs la chance d'assister à un mariage. Un garçon d'un village à côté de 7-8 heures de marche s'unit avec une fille de notre village. Je pense qu'il y a tout le village qui s'est déplacé vu le nombre de gens qui étaient là. Et la fête a duré 4 jours. On se lave au petit ruisseau qui est juste en dessous, bien sûr en dessous de là où on prend de l'eau potable. On vit au gré des journées. Les seuls qui passent parfois dans ce village, c'est des expéditions parce que c'est l'accès au Makalu. Il y a une fille du village qui se fait embaucher comme Sherpa, donc elle va porter. Je lui prête mes chaussures et ma doudoune. Quand elle revient, elle me dit, chaque fois qu'il y avait de la neige, j'ai enlevé les chaussures pour ne pas les abîmer. Vu la hauteur où ils étaient, à mon avis, c'était quasiment tout le temps. Et pour me remercier, elle m'a lavé la doudoune dans le ruisseau. Elle aurait mieux fait de s'abstenir. Il n'y a bien entendu pas de vélo, parce que ça ne sert à rien dans ces pentes. Parfois, il y a un avion qui passe au-dessus. C'est très étrange. Cette famille qui nous a ouvert les portes, non seulement elle nous accueille, mais en plus, elle nous adopte. Du coup, je me retrouve avec une très grande famille au Népal, qui me fait penser à ma toute petite famille en Autriche. Au bout de quelques semaines, les adieux sont déchirants. On retourne, d'abord à pied, après avec le bus, à Katmandou. Et là, il y a une lettre de mon père qui m'attend, la seule qui m'ait jamais écrit. Il ne parle pas de son état, il dit « C'est bien ce que tu fais, c'est bien ce que tu vis, profite ». J'ai les larmes aux yeux et je tombe malade. Au bout de 3 mois et demi, on retourne à Vienne et mon père est toujours là. D'après les médecins, un vrai miracle. Il m'a attendu. Une dizaine de jours plus tard, il s'éteint. Moi, ma vie commence. Et mon père serait toujours à côté de moi, dans les montagnes du monde. Namasté.